Tu connais Sangoku, mais tu n'as jamais entendu parler de Sun Wukong? Aujourd'hui, j'ai trouvé le guide parfait pour faire connaissance avec le roi singe. À 17 ans, ce sale gosse a mis les voiles pour la Chine. Il est parti s'y former et il est revenu transformé. Dans cet épisode, il nous raconte sa découverte de la Chine dans un temple Shaolin de Kunming, ses parties d'échecs et son apprentissage du chinois, sa rencontre avec les grands classiques littéraires et son goût immodéré pour la gastronomie chinoise. Embarquons ensemble pour les pérégrinations vers l'Est d'Alain Abbès. Bonne écoute à toutes et à tous. Et surtout à cause de votre mauvais caractère. Oh, quel caractère. Quel caractère. Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez. Grand merci Alain d'être présent aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'était vraiment le but du podcast à la base de pouvoir rencontrer des gens qui avaient des parcours similaires. Et tu vois, ça fait à peu près 2 ans que j'ai lancé ce podcast-là. Et puis au début, ça a mis un peu du temps à prendre son envol. Et puis finalement, les épisodes commencent à accumuler un petit peu des vues, ça gagne un petit peu en ampleur, en visibilité. Et donc, ça me permet de rencontrer des gens comme toi qui ont, j'imagine, entendu parler du podcast via LinkedIn. Et Oui, exactement. ouais, c'est ça. Mais donc, c'est super. Et puis aujourd'hui, bah, c'est l'occasion que tu nous parles un petit peu de ton parcours, que tu nous racontes comment est-ce que tu en es venu à partir pour la Chine, aller vivre là-bas plusieurs années, j'ai l'impression, en immersion totale. Et puis, peut-être aujourd'hui, on peut essayer de faire un spotlight un peu plus particulier sur le COD que tu as l'air de très bien connaître. Ben écoute, merci beaucoup pour l'invitation déjà. C'est un plaisir de faire partie de ce podcast avec toi. J'ai effectivement connu via LinkedIn et je trouve ça super de donner la voix à des personnes qui ont vécu la Chine de l'intérieur et qui ont une expérience là-bas. Voilà. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'on est un peu une génération où je sais pas si tu as eu le même sentiment, mais il y avait beaucoup d'intervenants euh, qui nous parlaient de la Chine. Enfin, moi, j'ai eu ça pas mal en école de commerce. Et en fait, c'était des gens qui parlaient pas chinois, qui connaissaient pas vraiment la culture chinoise et qui venaient de faire une conférence autour du commerce international à Shanghai. Et puis, en fait, tu te rendais compte assez rapidement que ces gens avaient une vision de la Chine qui était extrêmement restreinte. Et je Ouais. trouve que nous, dans notre génération, il y a pas mal de gens qui l'ont vraiment vécu. Et toi, tu as l'air d'être un exemple particulièrement, j'allais dire, extrême, parce que tu t'es vraiment retrouvé là-bas très jeune et complètement en immersion, c'est ça? Ouais, complètement. En fait, moi, disons que j'étais déjà prédestiné. Tu vois, je pense au concept tout de suite de Yuan Fun. Tu vois, cette destinée fatidique qui m'a envoyé en Chine. À 5 ans, ma marraine, qui à l'époque était prof de français en Chine, m'a inscrit dans une école du côté de Nation, qui était dans un garage. Alors, tu vois, le truc improbable, tu vois, un jeune Français qui finit dans un garage à Nation avec plein de petits Chinois de seconde génération. Et je me retrouvais à dire Lao Shihao, tu vois, vraiment improbable, le dimanche à 15 heures, voilà. Donc c'était un peu une entrée pour moi. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer des personnages. Donc François Cheng, par exemple, qui m'a appris un petit peu des rudiments de calligraphie. Et puis j'avais la chance, quand j'étais petit, d'avoir ma marraine qui revenait régulièrement de ses voyages en Chine et qui me ramenait à l'époque les cassettes. C'était des VHS. Vous voyez les grosses cassettes. Et elle me ramenait ça et il y avait donc COD, donc Pérégrination vers l'Ouest. J'avais aussi Sanquo, donc j'avais droit aux trois royaumes et j'avais droit à Shuerujan, donc au bord de l'eau. Donc des romans qui ont bercé ma jeunesse comme beaucoup de petits Chinois, mais très peu de petits Occidentaux. Voilà. Donc, tu as cité 3 des 4 grands classiques Ouais. chinois. Ouais, Euh, Ronglomont est un peu sur le côté. oui, c'est ça, tu as Hong Lemang qui n'est pas dedans, donc parce que tu étais peut-être un peu jeune. J'étais Peut-être un un peu peu. jeune et j'avais pas forcément la portée pour comprendre, tu vois, une intrigue multigénérationnelle, voilà, et très politique. J'avais pas les clés de compréhension, je pense, pour ce genre de choses. Voilà. Donc oui, j'ai eu la chance, j'ai eu la grande chance, du coup, de tomber très tôt dans CED. Et puis,
Et puis via ça, j'étais fan, j'étais vraiment fan des personnages, du moine principal de Tangsen, et j'étais fan de Wukong, donc un des personnages aussi emblématiques, qui a eu droit au chapitre encore récemment avec la sortie d'un jeu vidéo qui a vraiment pété tous les records à l'international. Et c'est via ça, via cet attrait, où en fait à 17 ans, je savais pas trop quoi faire, j'étais un peu un sale gosse, hein, comme on pourrait dire. Euh, J'étais un sale gosse et voilà. Et en fait, j'ai eu la possibilité via ma marraine. Elle partait en Chine à cette époque-là. Et elle m'a dit, toi, t'aimerais venir en Chine? T'aimerais voir quoi en Chine? Et mon premier réflexe, c'était de dire Shaolin. Je veux aller à Shaolin. Donc de ça, je voulais... Voilà, j'avais des demandes hein, quand même, hein, j'étais exigeant. Et je voulais un Shaolin, pas celui du Henan, où il y avait beaucoup d'étrangers déjà. Donc j'ai choisi un autre endroit qui venait d'ouvrir, et c'était Shaolin à Kunming, donc au sud-ouest de la Chine. Et je me suis retrouvé là-bas pendant 1 an et demi, complètement immergé, donc sans famille ou autre, avec uniquement des Chinois de toutes les minorités, des Chinois qui venaient de toute la Chine et de tous les milieux, donc aussi bien agricoles que des personnes dont la famille était dans l'armée ou autre. Et je me suis retrouvé là-bas, voilà, à vivre la vie d'Aloca avec des Chinois. Mais vraiment, hein. Donc voilà, une expérience très, très atypique qui aussi m'a fait découvrir un autre monde. On peut vraiment dire un autre monde parce que voilà, j'avais plein d'a priori. Mes amis de l'époque, avant de partir en Chine, m'avaient dit, un peu dans la vibe, tu vois, de ces personnes qui interviennent en école de commerce, comme tu disais, qui ne parlent pas le chinois, m'avaient dit, mais attends, tu vas dans un pays terrible, c'est communiste, tu vois, c'était vraiment l'insulte, c'est communiste, ne va pas là-bas, tu vas disparaître. Et donc, je vais là-bas et je n'ai pas disparu. Voilà, j'ai pas disparu et j'y suis même retourné. Donc, visiblement, ça m'a bien piqué. Quand tu racontes ça, j'ai vraiment une image de film qui apparaît dans ma tête où je t'imagine, tu sais, lever aux aurores à transporter des, des, des buckets remplis d'eau ou des choses comme ça. Mais tu dis, du coup, tu n'avais pas de famille d'accueil, donc ça veut dire que tu dormais concrètement tous les soirs dans un temple ou ça se passait comment? Ouais, alors pendant les 6 premiers mois, j'ai dormi dans un temple. J'étais en face de mon maître, donc un moine Shaolin, enfin qui était pas moine, c'était un laïc, parce que à Shaolin, il y a les laïcs et il y a aussi les moines. Donc moi, je partageais un bâtiment traditionnel dans un temple avec un monsieur qui venait du Henan, qui est vraiment génial, qui est aussi une figure un petit peu paternelle pour moi. Et ce monsieur, du coup, bah, il m'a pris un peu sous son aile et il m'a introduit dans le monde de Shaolin, qui est pas toujours aussi simple comme on a pu le voir récemment avec un scandale voilà, qui intégrait l'ancien abbé de Shaolin. Donc, je me retrouve dans ce temple et puis ensuite, je dormais dans des dortoirs dans une école, toujours sans étrangers. Donc, on partageait les locaux à l'époque avec une police d'intervention chinoise, donc avec qui on s'entraînait, voilà, donc une espèce de force commando avec qui on s'entraînait, on s'entraînait et puis ensuite j'ai été au Henan, donc où j'ai participé un peu, j'étais enseignant et puis de kung-fu. Et puis ensuite, j'ai participé à des tournois Wuling Fong, si tu connais. C'est des tournois qui passaient à la télé, souvent un peu biaisés, avec le Chinois qui gagne toujours contre l'étranger. Ça te parle pas? Non, je t'avoue, je connaissais Ouais. pas cette expression, mais ça m'étonne pas du tout. Ouais, c'est un peu le rendez-vous de tout bon chouchou chinois le samedi soir, à peu près à 21h. Il regarde ça avec une bière, tu vois. Mhm. Voilà. Et donc, quand tu arrives là-bas, quand tu as 17 ans, à l'époque, tu avais déjà suffisamment de chinois avec tes cours à Nation pour te dépatouiller un peu, ou est-ce que tu as un peu ce choc de te dire, bah, tout ce que j'ai appris en France, finalement, c'est trop rudimentaire pour me débrouiller? Alors là, vraiment, quand je suis arrivé en Chine, je ne pouvais pas parler chinois. Je savais juste dire bonjour et merci parce que j'avais arrêté très vite en fait les cours de chinois à Nation et j'avais eu le temps de tout oublier depuis. J'avais quand même une attirance pour la Chine.
Surtout, voilà, pour l'interdit, on me dit de pas y aller, alors je vais y aller. Mais en plus de ça, il y a vraiment ce côté où j'arrive et je suis incapable de parler chinois. Voilà, pour dire, mes premières interactions, c'était vraiment très rudimentaire. J'ai essayé l'anglais, mais voilà, j'étais à Kunming. Les gens, c'était pas les Chinois qui avaient forcément fait l'université, donc ils parlaient pas anglais. Voilà, donc j'avais pas le choix en fait. Le seul choix que j'avais, c'était vraiment apprendre Tsheshema. Donc je demandais tout le temps qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Et j'étais face à des gens tellement bienveillants qu'au final, bah, j'ai pu apprendre petit à petit. Même si j'ai fait quelques erreurs, en général, la bienveillance m'a beaucoup sauvé, quoi. Donc, quand tu avais à communiquer avec ton maître, je me rends pas compte à quel point est-ce qu'il y Ouais. a. Parce que tu sais, j'ai jamais vécu dans un temple Shaolin. J'imagine que la plupart du temps, tu dois avoir beaucoup d'exercices physiques et pas forcément beaucoup de conversationnel. Mais est-ce que tu as eu l'impression que ce maître était à l'aise avec le fait d'avoir un étudiant étranger? Est-ce qu'il avait déjà eu l'habitude de ça? Ou est-ce que c'était une nouvelle expérience pour lui aussi? Alors lui, il avait déjà enseigné en France et au Canada, donc il avait un petit peu voyagé. Et puis, il était en charge à l'époque à Shaolin Henan, il était en charge aussi d'une section avec des étrangers. Il parlait pas pour autant anglais ni français, mais disons que, étant donné que dans l'apprentissage chinois, il y a une grosse partie de répétition, ça donne en fait de la copie. Voilà. L'apprentissage en Chine passe beaucoup par la copie. C'est ce qu'on a vu aussi avec les concours mandarinaux, l'artisanat. Enfin, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on est vraiment sur la reproduction, parfois un petit peu dogmatique, parce que du coup, d'une génération à l'autre, vous allez avoir une perte de compétences, dans la mesure où la personne qui est le maître ne va pas tout enseigner à son élève, parce qu'en général, le premier élève, c'est le fils. Donc lui, il va avoir droit à tous les secrets, on va dire, tandis que les autres élèves, en fonction des affinités, vont avoir plus ou moins de connaissances, mais on va pas tout donner, parce que sinon il est remplacé en fait. Donc il va y avoir une rétention de connaissances. Et donc moi, j'ai quand même pu apprendre beaucoup. Je suis arrivé deuxième au tournoi Shaolin de l'école où j'étais, parce que un étranger ne pouvait pas être premier. Mais bon, j'avais quand même les capacités voilà, de concourir. Un étranger pouvait pas être meilleur ou même égal, et c'était sur des choses vraiment. Enfin, moi je pense à des trucs de comptoir, tu vois. Donc c'est ma première expérience, c'était au Chong Ti. Donc tu vois, c'est les échecs chinois. Je jouais avec un moine Shaolin. Je jouais tous les soirs avec un moine Shaolin. Et en fait, bah, il voulait pas que je gagne, quoi. Donc en fait, quand moi je perdais, ça allait très bien, mais quand j'ai commencé à gagner, parce que voilà, je commençais à tâter un peu les échecs, mais en fait, il m'a dit, attends, attends, on revient en arrière, tu vois. Donc c'est ce genre de truc. Et après, sinon, ouais, ça m'était arrivé avec un parent d'élève, parce qu'ils étaient aussi envoyés là pour les vacances, les élèves. Et donc moi je partais pas évidemment pour les vacances, j'étais là-bas, donc bah, il y avait des parents d'élèves, ils disaient attends, fais un bras de fer contre lui, il faut que tu gagnes. Et puis après je faisais un bras de fer contre le papa aussi, tu vois. Et le papa perdait aussi, et il disait ouais, mais ça c'est parce que vous les étrangers vous mangez beaucoup de bœuf. Je disais ouais. Tu vois, donc c'est des petits trucs comme ça. Et en fait, bah, moi j'ai trouvé que c'était, enfin, en tout cas, dans mon expérience de la chose, c'était une rivalité que j'ai trouvé super drôle, tu vois. Pour enchaîner sur les grands classiques chinois, Ouais. je me souviens qu'il y avait une phrase, je ne sais pas si tu vas être capable de me la citer, mais ça disait grosso modo que quand tu es jeune, il vaut mieux éviter de commencer à lire Sanguo. Et quand tu es vieux, tu peux commencer à lire ou quelque chose comme ça. Ça te parle, cette expression Alors, ça me parle, ça me parle. Je sais qu'on me l'a déjà sorti, mais alors là, Ouais. je pense qu'on me l'a sorti expliqué en plus, parce que j'avais pas dû comprendre en chinois, tu vois. Et puis, et non, et en fait, bah, je peux même pas te la dire, hein, mais Attends, je si vais te tu la trouves, incroyable. sortir. Je crois que c'est Zhao Bukan Sanguo et un truc comme ça. Je vais googler ça et checker si j'arrive à. Ouais. Ouais, c'est ça. Shao, donc c'est pas Xiao, c'est Shao Bukan Shui Hu Lao Hmm. Bukan Sanguo. Donc en fait, c'est quand tu es jeune, il vaut mieux éviter de lire Shui Hu Zhuan. Ouais. Et quand tu es vieux, il vaut mieux éviter de lire Les Trois Royaumes. Ouais, ok. Je peux comprendre quand t'es jeune, parce qu'en fait, Shui Rujuan, tu vois, c'est un roman qui en fait fait l'apologie aussi d'une figure en Chine qui est assez particulière, tu vois. C'est un truc que tu retrouves aussi
aujourd'hui dans plus de films, mais on en reparlera plus tard. Tu vois, c'est une figure, la figure du bandit, tu vois, vraiment cette figure du bandit qui est mise en romantisme, qui est incroyable. En fait, c'est un bandit qui a pas de maître, parce qu'en fait, le vrai maître, c'est l'unité de la Chine, tu vois, c'est la prophétie des Han, en fait, limite, hein, le truc. Donc, ouais, carrément, Ok, je peux alors, comprendre. aujourd'hui, je pense qu'on va avoir du mal à parler de quatre Ouais, classiques, ouais, ouais. même si j'aurais bien aimé. Mais peut-être du coup, on va se centrer sur COD qui est peut-être, dis-moi si je me trompe, mais le plus accessible des quatre pour un public Ouais, ouais, général. ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment a été ta première confrontation avec, tu nous disais, c'était une VHS, c'est ça? Est-ce que tu peux nous raconter un C'est peu ça. comment ça s'est passé, quelle version t'as vue et qu'est-ce que t'as ressenti? Alors, incroyable. Déjà, tu vois, la version en VHS, c'est la version. En fait, je peux même pas en accepter une autre, tu vois. Je suis très dogmatique là-dessus, hein. En fait, donc il y a cette série télé qui a été tournée dans les années 80 avec du coup, un ancien Shaolin, hein, qui joue Wukong, qui est absolument incroyable et qui a donné un des génériques les plus emblématiques de Chine, qui aujourd'hui est réutilisé comme il faut, tu vois, qui parle à toute une génération d'Asiatiques en Chine et ailleurs, en fait. Je sais qu'au Vietnam, tu vois, c'est pareil, le générique, c'est trop connu. Même en France, tu vois, je parlais avec des gens, mais plus de la génération 40 ans, qui me disaient, mais incroyable ce générique. Donc voilà, c'est la petite Madeleine de Proust, ce truc. Et en fait, bah, c'est via du coup les VHS de cette série, mais c'est aussi parce que euh, à l'époque, il y avait des cerfs-volants qui tournaient un peu, des cerfs-volants de Wukong, et qui d'ailleurs étaient directement, je pense, en lien avec le film qui avait été tourné dans les années 30, qui s'appelait Le cerf-volant du bout du monde. Euh, c'est un film qui se passe à Montmartre. Tu as un cerf-volant qui arrive depuis la Chine. En fait, ce cerf-volant, il se trouve que c'est Wukong et c'est une histoire magique. Le gamin décide de rendre le cerf-volant à l'enfant chinois qui l'avait égaré. Et de là, il part grâce à Wukong, il me semble, il part au parc Beihai. Enfin, tu vois, il y a tout un truc en plein milieu de Pékin. Enfin, c'est incroyable. Incroyable. En volant, ouais, ça me met des frissons. C'est un peu une métaphore de ce que toi, tu as eu via ta marraine. Tu as reçu ces cassettes VHS qui sont arrivées par avion et qui Ouais. t'ont ouvert les yeux sur la Chine, quoi. Et donc, tu commences à regarder ces cassettes et puis là, j'imagine que tu as des sous-titres en chinois ou est-ce que tu arrives à Ouais. comprendre ce qui se passe? Sous-titré chinois. Heureusement que le visuel est là. Et puis, j'ai quand même ma marraine à chaque fois qui me traduit en temps réel, tu vois. C'est vraiment, elle me traduit tout ce qui se passe en temps réel. Et, euh, et je comprends pas plus petit à petit, mais tu vois, je comprends des trucs du style. Par exemple, elle m'a tellement expliqué. Il y a une phrase dans Wukong, c'est Ni che ta, wo shi shei. C'est un moment où en fait, Wukong est déguisé en une fille et il est en train de littéralement victimiser Choupatier, un autre des disciples. Et, euh, et c'est juste avant qu'ils soient intégrés. Mais voilà, je comprenais pas spécialement, c'était des sous-titres, mais j'étais quand même super partant à regarder parce que voilà, il y avait des gens qui se battaient, il y avait du spirituel, il y avait tout ce que je voulais, quoi. Alors, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont jamais entendu parler de COD, j'imagine que c'est sûrement des gens qui connaissent un petit peu sans le savoir parce que, en fait, en France, on connaît beaucoup la facette japonaise de COD avec Dragon Ball Z qui a repris les codes puisque, dis-moi si je me trompe, mais Sangoku, en fait, en japonais, c'est littéralement Sun Wukong en chinois. Exactement. En fait, voilà, on est typiquement, enfin, tu vois, dans la culture japonaise, évidemment, les Japonais eux-mêmes se reconnaissent comme une, une petite sœur de la Chine. Donc, c'est vrai que culturellement, il y a eu beaucoup d'échanges à l'époque. Les empereurs japonais envoyaient des délégations de moines shinto apprendre. Non, c'était zen. Enfin, ils les apprenaient. Enfin, ils les envoyaient en Chine apprendre justement l'écriture surtout, et puis plein de choses, le matcha, les arts martiaux. La culture du thé évidemment, enfin voilà, l'encens, enfin il y a énormément de choses qui viennent de Chine.
Et ils ont pris aussi donc des personnes qui ont été divinisées depuis, qui venaient de Wukong, qui venaient des romans chinois en fait. Donc c'est comme ça qu'on a retrouvé, entre autres en Corée et au Japon, la figure, une autre figure qui est dans les trois royaumes et qui est Kongming, Zhuge Liang, tu vois, qui est retrouvé divinisé, qui est le parangon de l'intelligence dans toute l'Asie. Donc effectivement, ouais, il y a eu de la reprise, tu vois, mais au final, tout n'est que mélange et syncrétisme. Donc au final, voilà, c'est pas étonnant, ouais. Donc tu disais le Zhuge-Liang, si je me trompe pas, c'est dans Sanguo, c'est ça? C'est Ouais, un peu l'équivalent d'Ulysse dans l'Iliade, l'Odyssée. ouais. Euh, et tu dis, lui, il a été repris au Japon et divinisé, c'est ça, avec un autre nom? C'est ça, en fait, bah, tu vois, c'est un personnage donc, qui représente vraiment l'intelligence, c'est un stratège, comme tu le disais, tu vois, on peut dire vraiment comme Ulysse, et en fait, il rejoint, il me semble, l'armée de Chu, qui veut justement unifier la Chine, donc c'est encore cette prophétie, et tu vois, il y a vraiment cette idée chez les Confucéens de dire, euh, l'unité c'est important, la sérénité, la paix, etc. Et euh, et le bon dirigeant doit absolument s'entourer de bons conseillers. Et c'est un crime de ne pas s'entourer d'un bon conseiller. Et donc, pour le coup, voilà, tu as cette figure qui est vraiment un stratège de génie, qui a d'ailleurs créé des choses. Voilà, donc c'est un peu, on est toujours dans la géographie, hein, mais qui aurait créé des choses qu'on retrouve maintenant au patrimoine culturel chinois, entre autres des machines en bois, enfin incroyables. C'est un peu aussi le Léonard de Vinci chinois, voilà. Enfin, et donc on retrouve en Corée, au Vietnam, et qu'on retrouve aussi au Japon. D'ailleurs, tu vois, il y a d'autres figures qui ont été dans ce cas-là. Il y a Guan Yu, tu vois, Guan Yu qui est aussi un symbole des triades, parce que voilà, il représente la force, le courage, qui est souvent représenté avec le visage rouge et il est dit qu'il a des sourcils en nid d'hirondelle. Voilà, qu'on retrouve aussi, c'est aussi un des emblèmes Yakuza, tu vois. Donc, c'est des choses qu'on retrouve vraiment. Il y a une grande prégnance de ces romans chinois dans toute l'Asie. Et c'est pour ça aussi que ça parle à des générations et des générations. Ouais, j'ai vraiment le même sentiment. C'est des choses qui sont tellement inscrites dans la culture chinoise et en même temps tellement exotiques pour nous. On est tellement ouais, peu perméable, malgré, enfin, tu vois, je pensais notamment au succès de Neja, qui a été pas mal diffusé, en fait, en dehors de Chine, aux États-Unis, en France. Tu sens qu'il y a de la curiosité, même si bah, tu sens que ça a du mal à décoller parce qu'il y a tellement de références culturelles qui nous échappent que ça fonctionne pas. Est-ce que tu pourrais imaginer un jour COD, la version, tu vois, pèlerinage vers l'Ouest chinoise, avec les personnages emblématiques, est-ce que tu peux imaginer que ça pourrait fonctionner auprès d'un public français? Alors, je pense que ça pourrait, mais vraiment là, on est dans un roman qui mêle aussi des histoires bouddhistes. Donc il y a vraiment un mélange. Il y a du taoïsme, il y a du bouddhisme. C'est sûr que voilà, ce qui est décrit comme un fond culturel un peu en Europe, on l'a pas quoi. On l'a pas. Donc vraiment là, on est face à une difficulté. Maintenant, tu vois, dans un regard vraiment d'exotisme, je pense qu'on peut tomber dans un truc génial, mais je pense que voilà, ça va être compliqué. Il faudrait que ce soit réadapté par des Occidentaux parce que je prends l'exemple de Mulan, tu vois, c'est quelque chose. Il y a des Chinois qui m'ont dit, mais enfin, le Mulan Disney, pourtant je l'adore, Ah, c'est terrible. Ils m'ont dit, le Mulan de Disney, c'est une daube sans nom, tu vois. Ils étaient super énervés. Je leur dis, mais pourquoi? Pourquoi vous êtes si énervés contre Mulan? C'est génial, tu vois. C'est une fille, elle combat et tout, c'est génial. Et ils me disent, mais non, tu te rends pas compte. En fait, là, ils ont mis en scène un héros et c'est super à l'américaine. Tu vois, il y a une personne, alors qu'en fait, l'histoire de Mulan, c'est. En fait, c'est des paysans qui n'ont pas envie de combattre, tu vois, c'est l'histoire de eux, de la Chine, au moment où, tu vois, il y avait des empereurs, et qu'en fait, ils étaient amenés à la guerre alors qu'ils n'avaient pas du tout envie d'aller à la guerre. Et tu vois, il y a une mise en scène qui est presque dans la glorification euh, dans ce dessin animé qui est fait par Disney, alors que les Chinois, eux, pour eux, c'est atroce, tu vois, ce qui arrive à Mulan, d'aller à la guerre, à la place de son père, enfin, tu vois, il y a des choses comme ça qui passent pas. Donc je pense que Wukong, tu vois, ramener un truc vraiment culturel comme on peut voir dans Wukong,
avec les taoïstes, la recherche de l'immortalité, avec des bouddhistes. Rien que la mission, tu vois, aller trouver les écritures bouddhistes à l'ouest, voilà. Le but, voilà, il est trop culturel, je pense, pour des occidentaux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est beaucoup moins centré sur l'individu. Ouais, C'est une quête qui, du coup, qui parle moins à un public qui a été biberonné à des choses beaucoup plus centrées ouais, sur l'individu. Ouais. c'est ça. Et est-ce que tu as vu, tu parlais de Mulan, moi aussi, je crois que c'est un de mes Disney préférés. Est-ce que tu as vu ce film d'animation 2D qui est sorti récemment? Je crois qu'il est sorti l'année dernière en Chine. C'est un long métrage, mais qui a été adapté d'une série en 2D qui a été fait par un studio chinois et qui s'appelle en chinois de mémoire Lang Lang Shan Xiaoguai. Est-ce que ça te parle ou pas? Du tout. Non, C'était pas du bien? tout. Je te recommande vraiment parce Ouais. que en fait, Ok. c'est l'histoire de COD, mais avec en animation. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, tous les personnages, donc que ce soit Wukong, Jubadier, Tang San et tous ces personnages-là, sont des animaux. Ok. Et donc, ce sont des animaux qui ne sont pas prédestinés à avoir leur fonction. Donc, tu vois, de mémoire, Wukong, c'est pas un singe, en fait, c'est un espèce de une espèce de gros Pourquoi? bonhomme ultra timide. Après, Ok. t'as Jubadier qui est pas du tout un cochon. Enfin, en fait, c'est ces quatre héros qui sont un peu des bras cassés, qui vont s'inventer les quatre personnages du pèlerinage vers l'Ouest. Donc, ça se passe dans une époque où, tu vois, bah, le pèlerinage vers l'Ouest n'est pas encore une chose en soi, ça n'a pas Ok. encore été inventé. Et donc, tu les vois, c'est vraiment une comédie, hein, c'est vraiment très drôle, mais tu les vois partir sur les chemins, et puis petit à petit, ils essayent de construire leur mythe et de convaincre les gens que, tu vois, qui peuvent être pris au sérieux et tout ça. Incroyable. Et j'ai trouvé en fait que la prémisse de ce film était particulièrement adaptée pour un public européen, tu vois, non chinois, parce qu'en fait, c'est un COD où COD n'existe pas, tu vois. Donc, D'accord. c'est vraiment quatre bras cassés qui essayent de lancer COD. Et, J'adore. Rien que et, comme ça, tu et- me l'as très bien vendu, hein. J'adore ça. je pense que tu vas aimer parce que pour nous, c'est un régal parce que tu as à la fois beaucoup de références culturelles parce que c'est fait en Chine, donc les dialogues sont très rapides, tu as beaucoup de blagues et tout ça. Et puis en plus, c'est de la 2D, donc c'est très efficace. Vraiment, je te recommande. Le premier court-métrage qui était sorti il y a 5 ans sur Bilibili m'avait déjà beaucoup plu. Ça dure 10 minutes. C'était le premier d'une série de 10 courts-métrages. Et il a tellement bien fonctionné qu'ils en ont fait un long-métrage. Et vraiment, je te recommande. Je suis quasiment persuadé qu'ils vont en refaire une suite parce que ça a tellement bien marché que ça va continuer. Mais ouais, le titre anglais était très décevant par rapport au titre chinois. Bon, ça Euh, arrive souvent, ça. ouais, je vais essayer de te retrouver ça, mais c'était un truc du style. Ah oui, c'est ça. Ça a été traduit par Nobody. Nobody. Nobody, ouais. Donc tu vois, le titre raconte pas grand-chose, si ce n'est que bah, c'est quatre Nobody, Ouais. littéralement, qui essayent de s'improviser ces quatre héros mythiques. Donc ouais, vraiment, si tu as l'occasion, bah, je pourrais t'envoyer un lien si ça t'intéresse. Je suis très très chaud, ouais. Je suis très très chaud de voir ce que ça donne. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que tu le disais, il y a beaucoup de gens qui connaissent Wukong via le jeu vidéo, la Black Wukong, ce genre de choses, mais on connaît pas du tout l'œuvre originale, tous les récits bah, qui peuvent imprégner l'imaginaire chinois, un peu comme nous on l'a, tu vois, avec Ouais. l'Iliade et l'Odyssée. Ouais, Et, et c'est dommage parce que effectivement, tu as plein de petites perles de sagesse, de choses bien sûr. très. Est-ce que tu peux nous raconter un peu peut-être les choses qui t'ont le plus marqué ou des passages qui sont pour toi très emblématiques? Ouais, bien sûr. Bah, tu vois, ce que je trouve incroyable dans Wukong déjà, c'est que voilà, tu vois, c'est un peu comme quand tu arrives en Chine. Tu vois, quand on te parle de la Chine et de la Chine à l'époque, tu sais pas si tu es face à une mythologie, à une histoire, tu sais pas trop à quoi tu fais face, parce qu'en fait, la société est tellement mélangée avec toutes ces choses, et c'est ce que tu vois dans Wukong, c'est-à-dire que tu arrives. Tu vois, il y a ce singe qui naît des éléments. Il naît clairement des éléments, de la force des éléments. Donc là, tu as carrément un truc taoïste. Et puis, qui va très vite chercher une spiritualité, mais de manière intéressée. Donc, il va chercher ça pour l'immortalité, justement, pour combattre les armées du palais de Jade. Tu vois, donc tu es vraiment.
et vraiment dans un mélange d'histoire et de mythologie. Et puis après, tu vois, on voit intervenir différentes spiritualités dedans. Moi, une des choses qui m'a le plus touché, en fait, c'est Tangsen, tu vois, c'est quand, il est là à la capitale, à Chang'an, et que euh, en fait, il est petit, il travaille pour avoir des sous, et les sous, il les met où? Il les met au marché pour acheter des poissons qu'il va ensuite libérer dans le fleuve. Moi, j'ai trouvé ça incroyable, tu vois, ce désintérêt, c'est presque chrétien, tu vois, c'est c'est incroyable. Et puis, donc voilà, ça m'a vraiment marqué, tu vois, ce côté de vraiment de la charité. Et puis ensuite, je pense que vraiment le trajet qui m'a le plus impressionné, c'est celui de Wukong. C'est le fait que, tu vois, on avait un singe qui était meurtrier, qui était combattant, qui était euh, indiscipliné au possible et qui était pris par toutes les envies à court terme, disons, qui devient au final, spoiler alerte, qui devient un Bouddha en fait à la fin. Donc c'est incroyable, tu vois, c'est un chemin de vie incroyable. Ouais, ouais, ça résonne beaucoup avec ce que tu. Moi, pareil, j'ai été très, très séduit par ça, par le côté, effectivement, l'ego énorme de Wukong. Tu vois, on a tous en nous, il y a quelque chose de très humain, malgré le vernis social qu'on se met tout le temps, bah, on a tous nos pulsions animales, comme là, exactement, Wukong. Puis quand tu grandis, quand tu prends un petit peu de maturité, tu essayes de faire taire un peu ton ego, et en fait, c'est en faisant taire ton ego que tu peux accéder à une forme de spiritualité. Et le parcours de Wukong est loin d'être en ligne droite parce que il y a, entre le début et la fin, enfin, tu pourras nous en parler beaucoup mieux que moi, mais tu as beaucoup, beaucoup de hauts et de bas, quoi. Et, Absolument. et c'est un parcours qui est magnifique, quoi. Ouais, absolument. Bah, au début, tu vois, donc il a combattu, il a perdu, il a été enfermé sous une montagne. Et puis, euh, et puis en fait, t'as Guanyin qui apparaît justement à Tangsen et qui lui dit tu vas trouver un disciple quelque part. Et voilà, il sera sous une montagne. Il était enfermé déjà depuis 10 000 ans, il me semble, hein. Donc il avait eu le temps et il mangeait que de l'acier. Donc c'est voilà, c'est un régime alimentaire pas très équilibré. Mais voilà, il reste sous contrôle de Tangsen, mais il est toujours happé par ses pulsions meurtrières. Il connaît que ça en fait, hein, voilà, et on voit que finalement sa bestialité est petit à petit domptée par l'exemplarité de Tangsen, parce que Tangsen c'est vraiment une figure qui rayonne et qui est inspirée d'ailleurs d'une vraie personne. C'est-à-dire il est inspiré d'un vrai moine qui au 7e siècle est parti. Alors c'est un moine qui était né à Luoyang, donc dans la province du Henan, dans l'ancienne capitale, et qui ensuite est parti pour Chang'an, donc qui est devenu l'actuel Xi'an, dans le Shanxi au nord. Et c'est l'histoire d'un vrai moine qui est parti trouver les écritures aussi pour de vrai en Inde, et qui est parti à pied, qui a traversé le Gansu, qui a traversé, il me semble, Qinghai, qui a traversé le Xinjiang, qui a traversé sûrement le Kirghizistan, tu vois, et qui allait jusqu'en Inde. Faut imaginer quand même à l'époque, hein, 7e siècle, le gars, il fait ça à pied. Et au retour, il arrive, il retourne à Chang'an et il trouve un, un souverain, Taizong, à l'époque, qui était très cruel, en tout cas. Et quand les écritures arrivent, c'est comme s'il y avait une conversion qui s'établissait. Et en fait, il devient très pieux et il devient très bon. Il propose un poste à Xuanzang, à ce moine, qui refuse de devenir ministre et qui décide de finir sa vie à traduire les écritures. Donc il y a vraiment il y a vraiment une hagiographie autour de ça. J'y étais pas, donc je peux pas dire, mais en tout cas, l'histoire, je pense, la vraie histoire de ce moine est encore meilleure presque que le mythe, en fait, hein. Je trouve que voilà, ce voyage, enfin, c'est presque émouvant de se dire que voilà, il a traversé toutes ces choses à pied, les montagnes, le froid, le chaud, dans un but, voilà, tellement, Tellement noble, ouais, ouais, et ouais, puis, et puis effectivement, le fait que c'est un récit un récit entre guillemets fictif, mais qui vient se nourrir d'éléments concrets qui ont existé dans l'histoire chinoise avec bien sûr.
Han, les empereurs, tout ça, tu sens aussi que ça fait vraiment partie de l'ADN du peuple chinois, quoi. Ouais, et c'est ce qui a fait la réussite de COG en fait, hein. Donc COG, c'était, disons que ça s'est vraiment popularisé dans l'œuvre qu'on a actuellement au XVIe siècle, donc pendant la dynastie Ming. Mais avant ça, disons qu'il y avait un sous-texte un peu culturel, parce qu'en fait, il y a eu une bonne diffusion des histoires déjà d'abord à l'oral, donc depuis voilà, la géographie de Xuanzang, et puis qui ensuite a été transmis de bouche à oreille, et puis avant d'être transmis via les écrits, parce que du coup, il y avait des pièces de théâtre, il y avait aussi des livres qui étaient sur l'histoire de Xuanzang. Et puis finalement, bah, ça aboutit vers ce qu'on connaît aujourd'hui. Le titre français, c'est Pérégrination vers l'Ouest. C'est sorti à la Pléiade. On dirait que je fais de la pub, mais pas du tout. Mais voilà. Et est-ce que tu l'as lu en français? Alors, j'ai lu en français une version assez, pas la version entière, pas la version entière, mais j'ai lu en français, ouais. Et, mais tu vois, je reste tellement attaché à cette. En fait, je reste tellement attaché à cette série avec tous mes personnages. Enfin, voilà, c'est comme je te disais, tu vois, Madeleine de Proust, donc c'est dur de réinventer la chose, quoi. Ouais, on parlait tout à l'heure, tu sais, des sons de cloche différents sur la Chine, mais j'ai l'impression qu'il y a un son de cloche qui reste toujours le même, c'est quand tu demandes à des Chinois quelle est la version indépassable, ils te parlent tous de celle-là, et tu as l'impression que chaque année, ils te refont un Wukong, ou ils te refont un Ouais, Tizi, faut mais arrêter. tu sais que ça sera jamais dépassé, quoi. Mais oui, il faut arrêter, ça sert à rien, tu vois. Enfin, il y a un moment, franchement arrêter, quoi. Il y a qu'une seule version, tu vois. Mais en même temps, ils arrivent à. Enfin, c'est marrant. Je sais pas si on a un équivalent en France, mais tu vois, de chaque année, de relancer une production, de ramener les gens en salle avec quelque chose de nouveau autour de. Enfin, tu sens que c'est assez inouï, quoi. Je sais pas si on aurait un équivalent dans la culture Ouais, occidentale. bah, on en a, mais pas aussi bien, enfin, pas pareil, tu vois, mais c'est un peu dans le sous-texte. C'est-à-dire que, tu vois, typiquement, j'avais une prof d'anthropologie à l'époque qui me disait, tu vois, un des mythes les plus courants, surtout pendant les crises, c'est Robin des Bois, tu vois. C'est-à-dire que, typiquement, la réception qu'on a eue de Casa des Papel à la suite de la crise des subprimes, tu vois, avec le banquier érigé comme disons, le parangon de la corruption, tu vois, qui se fait dévaliser pour redonner aux pauvres. Tu vois, on est clairement dans la réutilisation du mythe en permanence. Mais c'est vrai que, comme tu dis, tu vois, on n'est pas aussi. On reprend pas le mythe de bout en bout, tu vois. Ouais, ouais, on fait des petits ajustements selon l'époque, quoi. Ouais, clairement. J'allais te demander, maintenant que tu es installé en France, je suis assez curieux de savoir, est-ce que tu passes beaucoup de temps dans le 13e? Est-ce que tu arrives en fait à trouver un équilibre avec toutes tes années en Chine? Est-ce que tu arrives à continuer à nourrir ta passion pour la Chine? Ouais, bah écoute, j'ai eu la chance de travailler pour une province chinoise. Et puis après, bah, j'ai travaillé, comme je te disais, pour des entreprises du patrimoine culturel chinois. Euh, et donc, bah, j'ai pu intervenir en Chine en tant qu'expert dans ces domaines-là. Et puis disons que je reste quand même très attaché à la nourriture. Donc, en fait, malgré moi, tu vois, je finis tout le temps sur des chaînes Tadiarao ou Zhuanggang, ou tu vois, des trucs vraiment, enfin, ceux qui connaissent, c'est les vrais, quoi, tu vois, seuls les vrais savent. Puis ouais, j'adore la bouffe. J'adore la bouffe. Donc, en fait, je me retrouve tout le temps dans un restaurant chinois à parler avec des personnes. Et puis, j'ai la chance d'avoir à l'époque des collègues chinois. Et puis, d'avoir plein d'amis que je vais voir régulièrement. Donc, finalement, tu vois, je perds pas vraiment mon chinois. J'aime à me dire qu'il s'améliore. C'est peut-être pas vrai, voilà, je vais deux fois par an en Chine. Donc, tu vois, j'y vais quand même un peu. Et puis, Et puis, et puis voilà, enfin, je pense que voilà, je pratique au contact. Je reçois aussi des Chinois. Ça m'est arrivé, tu vois, la semaine dernière, j'étais avec des amis de Taïwan. Euh, voilà, en octobre, il y avait une délégation de chefs d'entreprise qui venait. Du coup, je les ai un peu aidés à se débrouiller en France, tu vois, parce que ça m'angoisse, tu vois, quand je me dis putain, il y a des pickpockets partout. Je suis très protecteur avec mes amis chinois, donc. Et pour les gens qui ne connaîtraient que les nems et le riz cantonais, Ah non. en termes de gastronomie, qu'est-ce que tu pourrais nous recommander ou nous présenter?
Alors déjà, franchement, le riz cantonais, non, quoi. C'est Yang Zhou Fan ou rien, quoi. C'est Yang Zhou Fan, les nems, je peux pas accepter. Et puis, non mais voilà. Et franchement, essayez le Swan Sayu. Essayez. Je pense que en France, vous trouverez, ça doit s'appeler poisson à la choucroute, peut-être l'équivalent. Swan Sayu, c'est incroyable. Un Hueguoro, tu vois, incroyable aussi. Trang Julidi, solide. Et puis après, on part sur des spécialités. Soit vous partez dans les Huayang Tsai. En fait, on connaît beaucoup les Yue Tsai, donc c'est-à-dire la cuisine du sud de la Chine en Europe, parce que forcément, bah, il y a eu les contacts qu'il y a eu avec les comptoirs à Canton, etc. Mais moi, je pense, enfin voilà, dans mon cœur, la cuisine chinoise qui restera la meilleure, c'est les cuisines du Sud-Ouest. Euh, Pas forcément du Sichuan, mais pour moi, le Yunnan, c'est clairement sous-coté. Il n'y a pas assez de restaurants du Yunnan. Tester les sirguomiciennes, tester. Voilà, il y a trop de trucs à tester. Franchement, la nourriture chinoise, ça, c'est un sujet, ça, hein. C'est un vrai sujet, là. Ouais, on va faire un autre épisode, mais déjà, tu nous as donné pas mal de grains à moudre. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a, on est tellement à la ramasse. Mais là, j'ai l'impression que Paris, c'est devenu une vraie place. Moi, Incroyable. je trouve aussi mon bonheur ici à Vancouver parce on a Richmond, qui est une ville chinoise, hein, clairement. Tu fais Ah 30 minutes ouais, ici et puis tu arrives en Chine, hein, mais donc, tu as une très, très grande sélection de très bons restaurants, avec des chefs un peu de toute la Chine. T'as du Huayang Tsai, tu as du Xiang Tsai, du Renan, tu as plein de choses. Mais c'est vrai que en dehors de Paris et de quelques villes dans le monde hors Chine, tu as du mal à trouver des choses authentiques ou tu vois vraiment des bons ouais. restaurants. Bah, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle La Chine par les menus et qui parle très bien de ça, tu vois. Ça part d'un constat. Il me semble que c'est. Alors, je sais plus. Mais en tout cas, tu as une personne qui voyage au travers de l'Europe, tu vois, à la recherche de restaurants chinois. Et en fait, il dit bah, en France, tu as les restaurants chinois français, en Angleterre, les restaurants chinois anglais, et en Allemagne, les restaurants chinois allemands, tu vois. Finalement, on sait jamais vraiment ce que c'est la nourriture chinoise. Parce qu'en fait, c'est adapté pour le client, forcément. Et là où c'est bon, la nourriture chinoise, c'est quand elle n'est pas adaptée pour le client. C'est là où elle est meilleure, tu vois. En fait, voilà, enfin, les recettes, c'est quand même la synthèse de d'années et d'années de recherche. Et si ça a fonctionné, tu vois, si ça fonctionne encore, c'est qu'il y a un petit truc, tu vois. Il y a cette petite spécificité, ce petit piment qui fait que, voilà, hein, t'es face à un bout d'histoire, quoi. Ouais, 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 clairement. J'ai Non, l'air mais passionné ou pas quand je te parle de nourriture? on sent que, ouais, on sent que Ouais. c'est ton truc. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, j'allais te poser une question avant qu'on termine. Je me demandais, c'est vrai que tu as toujours un peu ce challenge de maintenir un niveau de chinois quand j'imagine qu'on est un peu dans des cas similaires où tu as passé énormément de temps à l'apprendre, à le pratiquer, à accumuler tous ces caractères, etc. Et alors, t'as la lecture, maintenant, tu as l'écoute, tu peux écouter des podcasts. Enfin, il y a beaucoup de façons de rester en contact avec la langue. Est-ce que toi, tu as des façons que tu trouves particulièrement agréables pour maintenir ton niveau de chinois hors Chine? Bah, alors écoute, mon seul conseil, c'est de continuer voilà, à continuer à entretenir des contacts avec les amis chinois, parce que voilà, si on a été en Chine, on a forcément des amis chinois, il y en a plein, ils sont trop gentils, enfin voilà. Et sinon, bah, on parlait de la nourriture, ça c'est déjà un bon truc, tu vois. Euh, voilà, les gens sont toujours ravis d'entendre des personnes qui parlent le chinois ou qui s'y essayent. Ils sont très accueillants, très heureux de partager aussi leur culture. Et puis évidemment, on a quand même la chance d'avoir YouTube, d'avoir Bilibili, d'avoir Internet, d'avoir tout ça. Donc voilà, il faut commencer à regarder un peu des séries, il faut commencer à regarder des films, des choses qui plaisent, hein, chacun ses goûts, mais voilà, essayer de mettre ça en chinois et puis d'apprécier ou écouter les infos en chinois, ça marche aussi. Faut écouter les infos en chinois, il y a plein de choses, c'est différent, c'est cool. Ouais, c'est exactement ce que je fais. Il y a Ouais, une chaîne que je suis sur YouTube qui est une chaîne néo-zélandaise en chinois. Et c'est trop cool. Le, le gars, ça, c'est un duo qui présente les infos et ils font ça de façon très humoristique avec vraiment leur style à eux. Et je trouve ça génial pour effectivement, comme tu dis, avoir un regard sur l'actualité différent. C'est très cool.
Ça s'appelle Mm. comment? Parce que là aussi, ça m'intéresse. Je crois que c'est toi qui vas me donner des recours. Je vais t'envoyer le lien. Le gars s'appelle David Daway et en fait, c'est vraiment une chaîne locale où ils font du live. Donc, t'en as tous les jours, ça dure environ 1 heure. Et puis, ils sont tous les deux vraiment, tu vois, type. C'est un espèce de plateau télé, mais j'imagine qu'il est fait un peu de briques et de broc. Mais ils reviennent sur toutes les grandes actualités en chinois, donc ça Ouais. parle vite. Mais en même temps, tu sens que voilà, ils ont leur complicité où ils se font des Hmm. blagues et tout ça. Donc, je vais t'envoyer le lien. J'étais tombé dessus un peu par Avec hasard et plaisir, ouais. je trouvais que c'était parfait pour moi. Donc, tu me diras ce que t'en penses. Avec plaisir. Les épisodes s'enchaînent et à chaque fois, c'est l'occasion d'entendre une voix différente sur la Chine. Si vous aussi vous avez une histoire à raconter avec la Chine et que vous souhaitez la partager dans l'émission, je vous invite à me contacter par messagerie privée. Et pour celles et ceux qui préfèrent écouter, vous avez aussi un rôle à jouer. Écrire un commentaire, partager le podcast, envoyer des étoiles, ce sont tout autant de petits gestes qui nous permettent d'aller plus loin et qui font de vous des forces de caractère.